Nous allons nous intéresser dans ce cours aux transformations qui ne sont pas totales. Cela signifie que le système chimique évolue vers un état final, un état particulier appelé équilibre, que nous allons définir. Et nous verrons qu'il existe un critère permettant de prévoir le sens d'évolution spontanée du système vers cet état d'équilibre. Pour illustrer ceci, prenons l'exemple déjà rencontré cette année de la dissolution d'acide éthanoïque dans l'eau, et ici tel que la concentration molaire en soluté apportée soit de 10,0 mmol par litre. Cette dissolution est en fait une réaction acido-basique de l'acide éthanoïque avec l'eau du couple H3O+, H2O, qui forment des ions oxonium et éthanoate. Complétons le tableau d'avancement de la transformation, l'eau étant ici en excès. Et en raisonnant sur 1 litre de solution, la quantité de matière d'acide est aussi sa concentration molaire. Faire ceci va se révéler très pratique dans les écritures, mais insistons sur le fait que ceci n'est possible que si les concentrations indiquées dans le tableau sont bien celles dans le mélange. Poursuivons de compléter le tableau. Pas de produit dans l'état initial. Et si la transformation est totale, l'eau étant en excès, l'acide est limitant, il n'en reste plus dans l'état final, et d'après la stoichiométrie de la réaction, il se forme autant d'ions oxonium et éthanoate qu'il y avait d'acide, soit 10,0 mmol par litre pour les deux. L'avancement maximal est donc aussi de 10,0 mmol par litre. L'avancement devient lui aussi, par notre choix, volumique, c'est-à-dire homogène à une concentration. Vérifions expérimentalement la composition du système dans l'état final par une mesure de pH en lien avec la concentration des ions oxonium, par la relation concentration égale C0 fois 10 puissance moins pH, où C0 est la concentration standard, c'est-à-dire la concentration unitaire. On remplace par les valeurs et on trouve une concentration en ion oxonium de 0,40 mmol par litre. C'est aussi la concentration d'ion éthanoate. 0,40 mmol par litre ne correspond donc pas à Xmax, mais à Xf, c'est-à-dire réel. Calculons justement le rapport de Xf sur Xmax, qu'on appelle le taux d'avancement final, noté taux. Et il est ici de 4%, ce qui signifie que 4% de l'acide seulement a réagi avec l'eau. Il reste donc que 96% de l'acide initial, soit 10,0 moins XF restant, égale, en remplaçant XF par 0,40, 9,6 mmol par litre. Si ce taux d'avancement final avait été de 100%, la transformation aurait été totale, ce qui est loin d'être le cas, ici avec 4%. Interprétons ceci. Entre l'état initial et l'état final, l'acide réagit bien selon le sens direct 1. Sa concentration diminue et celle des produits augmente. Comme il y a de moins en moins d'acide, la vitesse de disparition de l'acide, selon le sens 1, diminue, car la concentration de réactif est un facteur cinétique. Or, les produits réagissent entre eux selon le sens opposé, numéroté 2. La vitesse de formation de l'acide, selon le sens opposé 2, se met donc à augmenter. Ces deux vitesses, qui concernent l'acide, finissent par s'égaler, ce que le sens 1 consomme est reformé par le sens 2. La concentration d'acide est alors constante, et la même chose pour les autres espèces chimiques. Le système est alors parvenu dans son état final, qui est un état d'équilibre dynamique, équilibre car coexistence de toutes les espèces chimiques de l'équation, et dynamique car les deux réactions de sens opposé continuent à se dérouler, mais sans entraîner d'évolution de concentration, comme les vitesses de formation sont égales aux vitesses de disparition pour chaque espèce chimique, comme pour l'acide. Dans notre exemple précédent, le système a évolué de cet état initial à cet état final en suivant le sens direct, c'est-à-dire celui d'une consommation d'acide. Mais si on part cette fois de cet autre état initial où toutes les espèces chimiques de l'équation sont présentes et qu'on souhaite prévoir le sens d'évolution vers un nouvel état final, et cela sans mesure de pH, il nous faut définir une grandeur appelée quotient de réaction, noté QR, et qui est une mesure de la composition du système à chaque instant. Au numérateur du quotient, le produit des concentrations des espèces à droite
de l'équation. Les concentrations y sont exprimées en mol par litre et elles sont pondérées par les nombres stoichiométriques des espèces chimiques et qui figurent en exposant des concentrations, soit ici puissance 1 pour les deux concentrations. Au dénominateur, la même chose, concentration de l'acide puissance 1. Parce que l'eau est un solvant, elle n'apparaît pas dans le quotient de réaction, tout comme pour un éventuel solide. D'autre part, le quotient de réaction n'a pas d'unité et ceci peut être respecté grâce à la concentration standard. Concentration standard qui va donc apparaître ici au dénominateur avec un exposant égal à 1. Calculons le quotient de réaction initial ici en remplaçant les concentrations initiales par leur valeur, soit un QRI nul. Calculons de même le quotient de réaction dans l'état final. On n'oublie pas de convertir les concentrations en mol par litre, d'où 10-3 à chaque fois, soit 1,7 10-5. Le quotient de réaction dans l'état final est appelé constante d'équilibre, notée grand K, car sa valeur ne dépend pas de la composition de l'état initial, mais seulement de la température, ici de 25 degrés Celsius. Entre l'état initial et l'état final, le quotient de réaction évolue de sa valeur initiale, qui est nulle ici, à sa valeur à l'équilibre. Il augmente donc ici. Or, un quotient de réaction qui augmente signifie une augmentation des concentrations à son numérateur, soit une évolution des concentrations des espèces à droite de l'équation, et donc une évolution dans le sens direct, en accord avec la déduction précédente. Utilisons le même raisonnement dans la deuxième situation. QRI est ici égal à 1,6 10-3. Le quotient de réaction dans l'état final, c'est-à-dire la constante d'équilibre, a la même valeur qu'avant, car la température n'a pas changé, ici de 25 degrés Celsius, soit une constante de 1,7 10-5. Or, cette fois-ci, QRI est supérieur à la constante d'équilibre. Le quotient de réaction va donc diminuer entre l'état initial et l'état final. Or, un quotient de réaction qui diminue signifie une diminution des concentrations à droite de l'équation, c'est-à-dire une évolution, cette fois, dans le sens opposé. On peut généraliser la prévision du sens d'évolution spontanée du système en comparant QRI et la constante d'équilibre. Si QRI est inférieur à K, alors l'évolution se fait dans le sens direct. Et si le quotient de réaction initial est supérieur à K, alors l'évolution se fera dans le sens opposé. Appliquons cette règle générale à ce nouvel exemple pris cette fois en oxydoréduction. Mélangeons 50 ml de solution de sulfate de cuivre de concentration C1 avec 50 ml de solution de sulfate d'aluminium de concentration C2. Les ions sulfate SO4- sont ici spectateurs. La concentration des ions Ci2+ est ici de 1 fois C1 d'après la stoichiométrie de la solution et celle des ions L3+ ici est égale à 2 fois C2. Mélangeons les deux volumes dans un bécher et on y plonge une plaque d'aluminium et une plaque de cuivre. On met donc en présence initialement les 4 espèces de ces deux couples oxydants-réducteurs. On a donc deux possibilités d'évolution, celle d'une consommation du cuivre solide par les ions L3+, ou celle d'une consommation d'aluminium solide par les ions Ci2+. Choisissons de manière arbitraire le sens de transfert d'électrons depuis le cuivre métallique vers les ions L3+. Écrivons les demi-équations électroniques associées à chaque couple, avec à gauche les réactifs désignés arbitrairement. Les conservations des éléments chimiques étant déjà assurées, il suffit de rajouter 2 électrons ici et 3 électrons là pour assurer la conservation de la charge électrique. Rappelons que la première demi-équation traduit une perte d'électrons appelée oxydation et la deuxième un gain d'électrons appelé réduction. La superposition des deux donnant l'équation d'oxydoréduction. Mais il faut multiplier la première par 3 et la deuxième par 2 pour que le nombre d'électrons transférés soit le même. Ici, 6 électrons transférés entre 3 Cu et 2 Al3+, ce qui donne 3 Cu2+, et 2 Al. Exprimons maintenant le quotient de réaction initial. Au numérateur du quotient, la concentration
de Cu2+, puissance 3. Les solides n'apparaissent pas dans le quotient de réaction, et au dénominateur, la concentration des ions Al3+, puissance 2. Et afin que le quotient de réaction n'ait pas d'unité, on rajoute au dénominateur la concentration standard puissance 1. Les concentrations initiales ici sont celles dans le mélange et non dans les volumes d'origine. Il faut donc les recalculer. Chaque solution de 50 ml a été diluée dans un volume total de 100 ml, soit avec un facteur de dilution de 2. Les concentrations de Cu2+ et Al3+ sont donc divisées par 2 lors du mélange, soit une concentration de Cu2+ de 0,25 mol par litre et une concentration de 0,25 mol par litre également pour les ions Al3+. On remplace ces valeurs dans l'expression de QRI qui est égale à 0,25. Or, la constante d'équilibre associée à 25 degrés Celsius, la température de l'expérience, est égale à 10 puissance moins 200, soit un QRI qui est supérieur à la constante d'équilibre et donc une évolution spontanée qui va se faire dans le sens opposé. On peut alors réécrire l'équation dont le sens direct est celui de l'évolution spontanée, c'est-à-dire celui où les ions Cu2+ se transforment en cuivre métallique. Ce que montre bien l'expérience par la décoloration qui traduit la consommation des ions Ci2+ et leur transformation avec l'apparition de cuivre métallique qui se dépose sur la plaque d'aluminium. Remarquons pour finir ici que la disparition des ions Ci2+ montre qu'ils sont limitants et donc que la transformation peut alors être considérée comme totale et qu'on peut éventuellement remplacer la double flèche par une flèche unique vers la droite. Et pour finir, nous allons voir que la constante d'équilibre permet de prévoir la composition du système dans l'état final. Nous allons illustrer ceci avec l'exemple du début, où nous avons changé la concentration initiale d'acide. Les concentrations en ion oxonium et éthanoate sont toujours nulles. L'objectif est donc de déterminer la concentration de ces trois espèces chimiques dans l'état final. Vérifions tout d'abord le sens d'évolution spontanée de la transformation en calculant QRI, qui est égal à 0. La constante d'équilibre est toujours égale à 1,710-5 car la température est restée la même. Ici, QRI est inférieur à la constante K, l'évolution se fait donc dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens d'une consommation de l'acide. On exprime la constante d'équilibre, qui est égale au quotient de réaction dans l'état final, et donc au numérateur le produit des concentrations des espèces à droite de l'équation, puissance leur nombre stoichiométrique, au dénominateur celle de l'acide, puissance 1, l'eau n'apparaît pas car c'est le solvant, et également au dénominateur la concentration standard puissance 1 pour que K n'ait pas d'unité. On remplace K par sa valeur et les concentrations par leurs expressions données par le tableau d'avancement. La concentration d'acide est égale à 2,010-3, 10-3 pour la conversion des millimoles par litre en moles par litre. On multiplie chacun des deux membres par le dénominateur. On développe le membre de droite et on rassemble les termes du même côté pour faire apparaître une équation du second degré en x carré, où petit a est égal à 1, petit b à 1,710-5 et petit c égal à moins 3,410-8. Les solutions sont de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a avec delta le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac qu'on calcule en remplaçant a, b et c par leur valeur, soit un discriminant de 1,410-7. On en déduit les deux valeurs numériques possibles de xf, 1,8-4 et moins 2,0-4, une valeur négative qui n'a pas de sens physique. La valeur de xf est donc de 1,8-4, soit 0,18 millimoles par litre, qui est donc la concentration des ions oxonium et des ions éthanoate. On en déduit celle d'acide, qui est égale à 2,0 moins 0,18, soit 1,8 millimoles par litre. On peut même prévoir le pH du système dans l'état final, grâce à la relation pH égale moins logarithme de la concentration des ions H3O+, soit un pH attendu ici de 3,8.
Et pour conclure, on retient qu'il faut savoir exprimer le quotient de réaction associé à une réaction et savoir que le quotient de réaction à l'équilibre, qu'on appelle la constante d'équilibre, notez K, ne dépend que de la température. Il faut savoir prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système chimique selon que le quotient de réaction initiale QRI est inférieur ou supérieur à la constante d'équilibre. Et enfin, être capable de prévoir la composition dans l'état final, connaissant la constante d'équilibre, comme dans notre exemple précédent, où l'exploitation d'un tableau d'avancement et de l'expression de la constante d'équilibre a fait apparaître une équation du second degré dont la résolution nous a donné la valeur de xf et donc la composition du système dans l'état final. xf qui permet éventuellement ensuite de calculer pour la transformation le taux d'avancement final, sachant qu'un taux d'avancement de 100% signifie que la transformation est totale.